Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici dans ces dernières heures du salon pour vous partager l'un des travaux qu'on a menés récemment avec Examine. Frédéric Duflo notamment, qui devait venir ici, mais il fait partie des premiers à subir les effets de la grève qui nous a été annoncée. Donc son train retour était annulé et du coup il a préféré pas monter pour être sûr de pouvoir rentrer chez lui. Néanmoins, c'est pas un problème. L'idée, c'est cette boîte à outils. Donc l'idée, c'est de présenter cette boîte à outils qui est elle-même un travail dérivé d'une autre action qu'on avait eue auparavant avec l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Donc, je vous donne un peu le canevas global et je vais rentrer dans les détails par la suite. Est-ce que dans la salle, il y a des collectivités ou des acteurs publics ? C'est bien. Des entreprises ? Et pour le reste, on est sur des personnes qui s'intéressent au sujet, c'est ça ? On est plus sur... Mais très bien. Je commence et je finirai par ça. Tout le contenu est ouvert, disponible sur Internet. Alors, pour le coup, c'est sur un guidebook. Mais en tout cas, le contenu est fait de telle manière à pouvoir être ouvert et collaboratif. Et l'un des objets aussi pour nous de ce type de présentation, c'est de vous partager ce qu'on a fait, d'avoir des retours maintenant ou par la suite, et pour les intégrer et de continuer à itérer dessus. Donc, la boîte à outils pour des projets numériques résilients, c'est un travail qu'on a initié il y a quelques temps, notamment sur le sujet des communs numériques. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans le salon de cette notion de commun numérique. L'idée des communs numériques, c'est de penser non pas seulement la ressource quand on parlerait de logiciel libre, on ne va pas parler que du logiciel ou que de la base de données si on parle d'open data, mais aussi la communauté qui est sous-jacente à la ressource et les règles d'organisation de la communauté et de la ressource. Donc cette idée de commun numérique, c'est un peu plus large, mais on voit bien les convergences. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'acteurs aujourd'hui qui parlent de commun dans un salon tel que ce OSXP. L'idée de la boîte à outils, c'était on voit que cette idée de commun numérique, on voit que cette idée de logiciel libre, d'open source est de plus en plus répandue, mais en fait, souvent, les acteurs dans les territoires, dans les entreprises, c'est pareil, sont assez perdus lorsqu'il s'agit de concrètement mettre le pas à l'étrier et de savoir quelles sont les actions qui peuvent être réalisées. Et donc, l'idée dès le début, ça avait été d'identifier sous forme de checklist, toutes les actions qui devaient être menées par un porteur de projet au sein d'une collectivité, au sein d'un territoire ou dans une entreprise, de telle manière à ce que son projet puisse aboutir à cette logique de commun numérique. Et le travail qu'on a fait, donc nous on était très centré communauté, organisation pour pérenniser le projet. Le travail qu'on a ensuite réalisé avec Frédéric Duflo, qui est une entreprise qui est spécialisée sur tous les enjeux de cybersécurité, c'est d'y intégrer aussi cette notion qui est assez importante, surtout post, je ne sais pas si on dit post, mais après la crise qu'on a vue et qu'on subit encore dans une certaine mesure. Donc d'intégrer aussi dans cette idée de résilience des enjeux de cybersécurité. C'est-à-dire qu'on doit être à la fois en capacité de s'approprier le numérique, de pouvoir participer au projet et savoir que le numérique et les outils sur lesquels on s'appuie seront toujours là en cas de crise, mais on doit être aussi capable d'intégrer dans ces processus des éléments qui touchent à la cybersécurité, en tout cas à la mise en conformité de ce point de vue-là aussi. Ça, c'est tout ce que je viens de dire. L'ensemble de ce qui a été partagé dans cette boîte à outils, alors vous pouvez la retrouver sur Internet. On va partager prochainement. Pour l'instant, vous avez une version en mode geek, dans le sens mode personne qui c'est du Markdown qui est interprété, donc c'est du HTML. À terme, on est en train d'en faire un livre. Je suis désolé. On est en train d'en faire un livret PDF qui sera aussi partagé plus facilement dans le but qu'il puisse être imprimé et toucher d'autres publics encore, pour aider le maximum d'acteurs dans les communautés. Les quelques piliers qu'on retrouve dans cette boîte à outils, c'est comment favoriser la communication. Je vous disais tout à l'heure, les gens ont du mal à s'entendre sur les logiques de logiciels libres, d'open source, d'open data, d'organisation d'une communauté de manière à ce qu'elle puisse être pérenne. Le fait qu'en interne, les gens parlent le même langage parce qu'ils savent précisément ce que recouvre ce terme de commun numérique, et qu'en externe, des gens puissent aussi partager des retours d'expérience, parce qu'en fait, ils parlent et ils s'appuient sur les mêmes référentiels, ils parlent le même langage. C'est un gain qui est assez important. En termes de traçabilité, aussi d'être en capacité de pouvoir remonter les difficultés ou les success stories de telle manière à ce que ça permette aussi à d'autres de s'en inspirer. Et aussi dans une logique d'ouverture et de partage. J'ai commencé par là et je finirai encore par là, puis peut-être que je le répéterai. C'est la fin du salon. Donc, ça va aller de plus en plus fort. Donc moi, je perds ma voix et eux, ils en ont toujours autant, puis ils sont assistés
ils ont tout ce qu'il faut, ils ont prévu les choses. Donc le comment de cette boîte à outils pour la résilience en matière de territoire numérique, c'était le recours à l'open source, à l'open data, s'assurer que pour chaque utilisateur, de la possibilité d'étudier, de modifier, de réutiliser des données liées à un projet ou un code source d'un logiciel. Ce qu'il faut savoir, et j'aime bien le répéter, d'autant plus que maintenant c'est quand même affirmé de manière plus forte que ça n'était auparavant, c'est que depuis la loi pour une république numérique de 2016 et notamment un décret de la mise en application en 2018, toutes les administrations, dans le cadre de leur mission de service public, sont dans l'obligation de mettre à disposition leurs documents administratifs par principe, par défaut, et que depuis cette même loi, le logiciel est un document administratif. On dit comme ça, je le fais de manière très dogmatique. En tout cas, c'est ce que la loi dit. C'est pas encore ce que font toutes les administrations au sens large de la loi. Mais donc, il y a un objectif quand même à atteindre d'accompagner aussi cette ouverture. Parce que ce que la loi ne fait pas, en revanche, c'est d'outiller les acteurs. C'est-à-dire qu'elle oblige les administrations, elle oblige les collectivités, mais elle leur donne pas forcément les facultés de le faire. Et là, aujourd'hui, il y a un ensemble, je vois des hochements de tête, mais oui, il y a un ensemble d'acteurs qui commencent à s'entraider, à partager des recettes, et c'est un peu ça dans cet objectif aussi, de dire c'est très bien d'être obligé, mais si on ne sait pas pourquoi, si on ne sait pas comment, on fera mal les choses si on les fait. Donc on est dans cette phase qui est quand même, je trouve plutôt agréable quand même de se dire on n'est pas à 100% dans la conformité, ok, je ne sais pas s'il faut l'affirmer comme tel, mais c'est vrai. En revanche, on sait qu'on doit y aller et on va le faire ensemble. Et donc la capacité d'adhésion par la promotion d'une gestion démocratique et une valeur de partage de valeurs accrues, ça c'est logique de commun aussi, c'est-à-dire que de plus en plus dans les territoires, je ne sais pas si vous aviez suivi, on en a un peu parlé l'an dernier, je ne pense pas qu'il soit intervenu cette année, l'ADEME avait lancé l'an dernier un appel à commun orienté résilience des territoires. Donc en fait, plutôt que de faire un appel à projet, de financer des énièmes projets qui ensuite, une fois qu'il y aurait le financement coupé, ce sera arrêté, ils se sont dit on va financer des communs. Donc la première chose, c'est de définir ce qu'est un commun. La deuxième, c'est d'accompagner les projets pour qu'ils puissent vraiment construire leurs projets comme des communs. Et ensuite, seulement, on les finance. Donc ça, c'est une démarche qui s'accroît. Et ensuite, une garantie de conformité à la réglementation, normes techniques et de bonnes pratiques. Donc accroître la transparence entre les acteurs, favoriser la traçabilité des informations et le suivi des aspects réglementaires. Alors ça, c'est pas la partie la plus sexy de ce qu'on a pu vous partager dans cette boîte à outils, la checklist dont je parlais tout à l'heure. Mais pareil, c'est pour en capacité. On sait qu'il y a des réglementations qui sont applicables notamment aux collectivités et aux acteurs qui portent des projets numériques. Une fois qu'on sait quelles sont ces normes et comment on peut les appliquer, il suffit de suivre les procédés. Et assurer une sécurité optimale des données liées au projet. On en revient sur les enjeux de cybersécurité. Concrètement, là je vous fais une présentation un peu globale, j'essaie de faire vite, comme ça on a le temps d'en discuter, même si le temps court très vite. Il y a 10 fiches de référence qui sont réparties en 3 thèmes. Tout ce qu'on peut faire en amont de la création d'un projet. On veut se lancer dans un projet numérique résilient. Que doit-on anticiper ? Il y a une phase qui est plus l'avis du projet. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on doit mener en vrai pour que les acteurs continuent à travailler ensemble et ne se fâchent pas, pour regarder les termes gentils. Et oui, quand on parle de communauté, on parle d'humain. Quand on parle d'humain, il y a forcément des tensions. Et donc justement, on peut essayer d'anticiper pour organiser ça. Et le dernier point, c'est anticiper la suite du projet numérique. Dans la communauté des communs, on parle beaucoup de compostabilité. Cette idée que finalement, l'un des objets, dès le début, lorsqu'on lance un projet de commun, c'est de penser sa sortie. Se dire que demain, on sera peut-être plus là, demain, dans 3, dans 5 ans. Et c'est d'autant plus vrai quand c'est financé par les acteurs publics, parce qu'en fait, ils veulent initier les choses, mais ils ne peuvent pas les pérenniser dans le temps. Ils veulent ensuite d'autres projets à porter. Et donc, cette logique d'anticipation aussi de la suite du projet est particulièrement importante. Pour chaque fiche, on a des objectifs, il y a une liste des actions clés à mener. C'est qu'un exemple sur l'une des fiches et des recommandations sur les personnes à impliquer. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cas de ce guide. On a en fin de guide aussi ce qu'on appelle un outil de synthèse du suivi en libre accès. On pourrait mettre sous licence libre même plutôt. L'idée, pareil, on a essayé d'être assez pragmatique. On s'appuie sur des choses qui sont des actions qui ont été expliquées un peu avant dans ce qu'on a produit. Et ensuite, la personne qui veut prendre le A sur le sujet peut lister et cocher les cases pour l'ensemble des actions attendues. Voilà, j'ai fait une présentation rapide, mais d'un autre côté, c'est court. Ouais. Examine, je vous en ai parlé, éditeur spécialisé conformité cybersécurité. Et Inocube, je ne vous en ai pas trop parlé, mais c'est nous. Et donc nous, on est plutôt orienté démarche innovation ouverte, modèle ouvert, stratégie, open source, open data et commun numérique. Voilà pour cette intervention. Il reste peut-être un peu de temps pour les questions. Oui. Alors moi, je suis Benjamin Jean. Je ne me suis même pas présenté, je suis désolé. Jean. Oh. Merci.
C'est vraiment la fin de journée. Non, moi je suis du cabinet Innocube. Examine, c'est un partenaire, en tout cas c'est plus que ça, ce sont des amis. Et on a travaillé ensemble parce que tous on avait un intérêt à ce que les projets sur les territoires puissent à la fois être travaillés en commun et avec ces enjeux de conformité de cybersécurité. Et je ne sais pas si quand je le présente comme ça vous paraît cerise sur le gâteau ou presque superfétatoire, en tout cas de trop. Mais les enjeux de cybersécurité, ils remontent de plus en plus dans les territoires. Quand vous avez des villes qui mettent à disposition des acteurs du territoire des objets numériques, bah, le sujet, c'est qu'ils n'ont pas forcément la même capacité et pourtant on peut les décrier, mais qu'un Facebook ou qu'un gros acteur à sécuriser de toutes parts. Et donc il faut aussi les incapaciter, leur donner ces manières d'améliorer la sécurité de leur système d'information et des produits qu'ils conçoivent. Oui. Oui, c'est un peu l'idée. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre à plat les actions qui pouvaient être menées par un projet qui se voulait justement à la fois communautaire, donc porté par une communauté et pas seulement un acteur public ou privé, et résilient, donc qui dure dans le temps, et sécurisé, donc qui puisse intégrer les enjeux de cybersécurité aussi. Alors pour moi, elle est évidente, je ne l'ai pas présentée comme telle, mais quand on parle de commun, quand on parle de ressources ouvertes, de logiciels libres, d'open source, l'enjeu de souveraineté est important. Et quand on parle de commun, en fait, on fait le lien justement. C'est-à-dire que le commun, donc, c'est la communauté qui lui est liée et donc c'est la gouvernance. Et quand on est sur des projets de territoire, la gouvernance, souvent, elle est à l'échelle du territoire. Et donc la souveraineté, elle est là. Dans ces démarches, oui. Un exemple de projet avec lequel on travaille, c'est La Rochelle Zéro Carbone. Pour moi, c'est un beau projet. C'est pas le seul. Grenoble, Lyon, en Isère. Il y a plein de projets hyper intéressants. La Rochelle Zéro Carbone, Salle sur demande, c'est l'Isère, Silab, c'est Gironde. Je ne les ai pas tous en tête, mais il y a quand même quelques projets comme ça de territoire qui sont assez intéressants. Alors pour moi, c'est deux sujets un peu distincts, mais on aborde les aspects modèle économique en distinguant notamment le modèle économique du projet des modèles d'affaires des personnes qui soutiennent le projet. C'est important de différencier les deux parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en opposition, mais ça arrive souvent et c'est pas pérenne. Et ensuite, sur l'exemple de Log4j, donc c'est de se dire on dépend possiblement de projets qui sont maintenus par des personnes qui n'ont plus la ressource humaine, financière, tout ce qu'on veut, et le jour où ils arrêtent, tout tombe. Ça, on ne l'a pas intégré comme tel. Ce qu'on met en avant, c'est la nécessité d'avoir conscience de ce sur quoi on repose. Et donc, pour moi, ça voudrait dire qu'une fois qu'on sait qu'on s'appuie sur tel ou tel type de logiciel, on est conforme à la licence, c'est mon côté un peu juridique, mais aussi on est conscient de la communauté qui est derrière. S'il n'y a qu'un seul individu qui porte notre projet, qui est pourtant stratégique, c'est qu'il y a un problème. Bon, à minima, il faut qu'on le connaisse, qu'on essaie d'alimenter son business, en tout cas son modèle, parce que c'est pas pérenne. Donc c'est pas directement dans la boîte à outils, en tout cas dans la manière dont on a essayé de référencer toutes ces actions, mais on y pense fortement. Voilà, merci.